la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'Est du monde, la Chine, la Corée, les pays de l'Est qui sont riches aussi, mais qui ont une mortalité plus basse, soit dans les pays les plus pauvres. Et donc on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenu un avantage ou un inconvénient dans ces conditions. C'est-à-dire que les gens en Afrique, ils n'ont pas beaucoup de choix, donc pour eux, ça ne leur pose pas beaucoup de problème de prendre du Plaquenil et de l'azithromycine, ça ne coûte rien. Tandis qu'en France, il y a une lutte extrêmement brutale contre l'utilisation de médicaments simples et non coûteux, dont je ne sais pas si cela a des conséquences sur la mortalité en France, mais c'est une bonne question. Bienvenue pour un nouvel épisode du Professeur Raoult contre le Corona. On va parler notamment de sa nouvelle étude contenant plus de 1000 patients et qui confirme encore une fois l'efficacité de son protocole à base de chloroquine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude est la troisième, puisque précédemment, il a publié une première étude avec 24 patients, puis une seconde avec 80 patients, et puis celle-ci avec plus de 1000 patients. Donc je pense que sur le Covid, on arrive maintenant probablement à avoir la plus grande série mondiale dans un seul centre, avec, donc ici, on a testé 76 000 sérums de 32 000 patients, 4 296 étaient positifs. On a traité ici à l'IHU Méditerranée infection plus de 3000 personnes, 2600 ont été traités par notre protocole hydroxychloroquine plus azithromycine, dont 10 sont morts, c'est-à-dire on confirme qu'on a une mortalité qui est inférieure à 0,5% pour l'instant, ce qui est un des résultats ou le résultat le plus spectaculaire actuellement au monde. Et pourtant, la contestation est toujours aussi importante. Dans cette vidéo, justement, on va décortiquer les différents arguments. Tu vas voir que ces arguments ont beaucoup évolué, et notamment grâce à ta mobilisation, à ta prise de conscience et ta mobilisation en partageant notamment ces vidéos où justement on explique au grand public ce protocole, l'efficacité, les bienfaits de ce protocole, plutôt que d'attendre simplement un futur vaccin. Grâce à cela, leurs arguments, donc à ces détracteurs, ont beaucoup évolué et on va justement décrire tout cela dans cette vidéo. Et aussi à la fin de cette vidéo, on verra justement le traitement qu'ils essaient tout doucement de nous imposer et c'est ce qui explique l'acharnement sur le protocole du professeur Raoult. Tout d'abord, le premier argument phare qui était extrêmement utilisé, dont on entend toujours parler, c'était de nous faire peur. On nous disait que le Plaquenil à base de chloroquine était extrêmement dangereux. Attention, les effets secondaires, risque de crise cardiaque, ainsi de suite. Et tout d'un coup, il a disparu. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il était facile à démonter, parce qu'en démontrant que la plupart des médicaments contenaient des effets secondaires, ainsi que le Doliprane, qui était probablement même encore plus dangereux, et que la chloroquine, en l'occurrence la Plaquenil, était un médicament qui était prescrit depuis 40 ans, et qui a été soudainement, et avec grande surprise, retiré de la vente depuis janvier 2020. Du coup, le fait, bien sûr, de ta prise de conscience, de ta mobilisation, comme je te disais, le fait que tu as partagé un maximum ces vidéos, qu'un maximum de gens soient au courant, cet argument a tout simplement disparu et on en entend moins parler. Deuxième argument aussi très utilisé encore aujourd'hui pour discréditer le protocole Raoult, c'est le remède miracle. On le présente comme un remède miracle, ce qui lui confère un côté un petit peu mystique, concocté par un gourou pour tous ces adeptes de sa secte. Finalement, on est réduit à une secte lorsqu'à partir du moment où on est convaincu par un traitement. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Or, on l'a vu dans un second épisode, professeur Raoult, avec son protocole, est loin d'être un cas isolé. Il est soutenu de plus en plus par des médecins qui osent prendre le risque, au détriment, au mécontentement de Big Pharma, de soutenir, de supporter ce protocole. Il y a des pétitions qui ont été lancées, on l'a vu, elles font plus de 500 000 signataires, grâce encore une fois à ta mobilisation et à ton partage. L'autre argument extrêmement utilisé, c'est attention, t'atteins le complotiste. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te sert par les médias mainstream, si tu remets en cause, si tu utilises ton esprit critique, tu risques d'être un complotiste. Alors ça ne s'applique pas tout le temps, mais dans ton cas à toi, alors ça c'est un mot fourre-tout, c'est une technique qui est souvent utilisée, souvent c'est des mots qui se terminent par isme, tu en trouveras plein d'autres comme ça, et qui ont quand même une utilité assez efficace, c'est
tout simplement d'anesthésier tout débat, toute discussion. Tu ne peux pas venir débattre et proposer des arguments. Face à toi, la personne, si elle n'a pas envie de débattre, elle n'a pas envie de répondre à des arguments, il suffit de sortir son joker et te dit complotiste. Le débat est terminé. Et comme ça, c'est réglé, c'est fini, et on n'en parle plus. Oui, parce que là, je ne sais pas, je vais le dire franchement, je vais demander l'avis de l'audience. Ah ouais? Vous brûlez un joker? On a vu tout récemment que des présidents de grandes nations, que ce soit Emmanuel Macron, Trump et j'en passe, remettre en cause l'analyse et les chiffres officiels de la Chine. Et remettre en cause encore plus loin toute l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS. Puisque Trump a même coupé le financement de l'OMS. Alors, est-ce qu'on peut parler de complotisme ou pas? Le fait qu'il remette en cause une structure, une organisation mondiale qui est censée objectivement donner des chiffres et faire une analyse. Est-ce qu'il s'agit d'un complotisme ou pas? Interview accordée au Financial Times, Emmanuel Macron estime qu'il existe des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie par la Chine. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas, déclare le chef de l'État. Le Royaume-Uni lui a emboîté le pas hier. Londres avertit, la coopération avec la Chine ne pourra pas continuer comme si de rien n'était. Le pays devra répondre après la crise à des questions difficiles. Mais ce sont les États-Unis qui vont plus loin. Le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer comment ce virus s'est propagé. L'autre argument très fort qui existe encore aujourd'hui et qui est même prédominant, c'est l'absence de preuves scientifiques. Selon eux, selon beaucoup de détracteurs, effectivement, le fait que la méthode scientifique n'a pas été respectée, du coup, ces différentes études, même si on en a eu 3, même avec un grand nombre pour la dernière, à leur sens, elle n'est pas valable. Pourtant, il y a quand même une légère différence qu'il faut remettre dans le contexte. Autant appliquer une procédure très longue en temps de paix, ça se conçoit. En revanche, aujourd'hui, il y a quand même des milliers de morts chaque jour. On a plus de 8000 morts chaque jour. Chaque journée perdue, c'est des milliers de morts sur la conscience. Pour certains détracteurs, peu importe, ils préfèrent passer leur temps à réciter leurs leçons, à vous expliquer qu'effectivement, le chapitre 2, la section 3, alinéa 2, de leurs études de méthodologie statistique n'a pas été respecté. Donc, du coup, ça invalide totalement, les différents tests. Non, ce n'est pas possible parce que effectivement, il y a une différence. Aujourd'hui, on est en temps d'urgence, on est en temps de crise, on est donc forcément obligé de s'adapter. Et donc, du coup, ils exigent impérativement qu'il y ait un test randomisé, un test RCT. On l'a décrit dans l'épisode précédent, l'épisode 2, où les patients, en fait, sont traités par tirage au sort. Certains patients vont leur être administrés donc le protocole et d'autres patients, on leur donnera du placebo. Autrement dit, un petit sucre qui n'a absolument aucun effet. Et à la suite de ce test, on pourra ensuite comparer et prendre les conclusions quant au traitement le plus efficace. C'est-à-dire que si vous avez un grand nombre de personnes qui décèdent parce qu'ils n'ont mangé que du sucre et aucun traitement, vous pourrez décréter et effectivement dire que le traitement A est plus efficace. Sauf que, on l'a vu dans l'épisode précédent, qu'un test RCT, ça dure en moyenne 1 an. 1 an pour pouvoir, si on veut l'appliquer de manière rigoureuse, pour pouvoir faire ce test et en tirer les conclusions. Premièrement. Deuxièmement, en moyenne, ça coûte 12 millions. Donc c'est très souvent financé par nos amis les Big Pharma. Et troisième point très important, c'est justement comme c'est financé très souvent par Big Pharma, tout simplement ça va être biaisé et on aura la publication uniquement lorsque les tests vont en faveur du médicament. S'ils vont dans le sens de leur médicament, on aura la publication de ce test. Sinon, pas de publication. Alors à mon sens, si on doit faire un test et qu'on me donne un résultat que lorsque ça marche et on ne me donne pas de résultat lorsque ça ne marche pas, déjà, je ne trouve pas que c'est un test très objectif. Et encore moins de le qualifier comme le test scientifique par excellence qu'on doit absolument appliquer, quitte à laisser des personnes mourir parce qu'on leur a donné du sucre. Les conclusions sont définitives. Moi, j'arrête d'en manger. La science, sans elle, on en mangerait des saloperies. Oui, plein. Bla bla bla. Justement, dans l'épisode précédent, on a parlé du test référence à l'échelle européenne qui était mis en place, le fameux test Discovery, donc incluant environ 3200 patients à l'échelle européenne et qui était censé nous donner les résultats, comparer les différents traitements avec une branche
utilisant l'hydroxychloroquine, mais comme on l'a vu, eh bien ça correspond pas au protocole dans son ensemble du protocole, et surtout que les patients ont appliqué à des patients dont l'avancement au niveau de la maladie était déjà bien entamé. Eh bien, ce test-là, Discovery, aujourd'hui encore, on n'a pas de nouvelles. C'est-à-dire qu'on aurait dû obtenir les résultats il y a de cela déjà plusieurs jours. Non seulement on n'a pas les résultats, mais en plus de ça, on n'a pas du tout de nouvelles. On ne sait pas s'il y a un problème technique, on ne sait pas s'ils ont un problème pour avoir un maximum de patients pour réaliser leur test, ou si, tout simplement, eh bien, certains médicaments qui étaient les challengers, eh bien, n'ont pas montré leur efficacité, et donc du coup, ça ne les arrange pas pour le moment de donner les conclusions de ce test. Alors moi, j'ai une question très simple à poser à tous nos apôtres de la science avec un S majuscule, de la science unique et indiscutable. Eh bien, j'aurais une question très simple à leur poser. Si demain, ce que je ne te souhaite pas, tu es contaminé par ce virus, quel choix ferais-tu? Est-ce que tu préférerais bénéficier d'un traitement prometteur et proposé par de nombreux médecins à travers le monde, ou bien simplement recevoir un placebo, un petit morceau de sucre, histoire de participer à un test pour que d'ici 1 an, on puisse en tirer des conclusions et ensuite pouvoir commercialiser un médicament ou un vaccin. Tout simplement. Parce que tant que ça concerne les autres, on peut avoir plein de théories. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça te concerne toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars sur le traitement prometteur proposé par de nombreux médecins à travers le monde, ou est-ce que tu pars sur un morceau de sucre pour participer à un test, tout simplement? Il y a des analyses qui sont faites en particulier par un institut de sondage des médecins qui s'appelle Sermo, qui montre que dans le monde entier, chez les médecins qui ont en charge ça, le premier traitement de tous actuellement, c'est l'azithromycine dans 50% des cas, et l'hydroxychloroquine ou la chloroquine dans 44% des cas. C'est massif. Ça veut dire que les praticiens adoptent ça parce que tout simplement ça marche. Deuxième élément scientifique exigé et reproché aux études du professeur Raoult, c'est que ce soit administré en test double aveugle. Qu'est-ce que le test double aveugle? Eh bien, tout simplement, ça consiste au fait que le patient, lorsqu'il consomme ce médicament, eh bien, il ne sache pas quelle solution, s'il y a différentes solutions qui sont testées, différents traitements, il ne doit pas être au courant de quel des médicaments il est en train de prendre. De la même façon, double aveugle, c'est aussi que le médecin, ça s'applique également au médecin, il ne doit pas savoir ce qu'il est en train d'administrer à son patient. C'est-à-dire qu'on va partir sur 3, admettons, prenons un exemple de 3 traitements, A, B, C, eh bien, ni le médecin, ni le patient ne doivent savoir quel est le traitement qu'ils ont consommé. Alors justement, le test de référence qu'on nous présente, le test Discovery, eh bien, on apprend tout simplement qu'il n'est pas du tout un test double aveugle. C'est-à-dire qu'aussi bien le patient que le médecin savent exactement le traitement, c'est-à-dire que c'est complètement ouvert, ils savent le traitement qu'ils appliquent. Encore mieux, on apprend qu'il est adaptif, c'est-à-dire que ce traitement, eh bien, lorsqu'on va appliquer, admettons, la solution A, et qu'on se rend compte qu'il y a des effets secondaires importants eh bien, de patients, eh bien, on va tout simplement arrêter la solution A. Donc, on va s'adapter. Alors, la question, elle est très simple. Tu penses que le protocole du professeur Raoult, il a été sorti comment? Si ce n'est pas justement par des tests qu'ils ont appliqués et qui sont ensuite rendus compte que la solution A a été plus efficace tout simplement que la solution B. Eh bien, ils ont appliqué exactement la même approche, tout simplement. Donc, on se demande aujourd'hui, on a quand même plus de 2 millions de cas à travers le monde. Ce virus a touché déjà plus de 2 millions de personnes à travers le monde. Il y a des équipes partout dans le monde qui travaillent justement pour trouver une solution efficace. Ces équipes-là, elles échangent. Le protocole du professeur Raoult, elle n'est pas forcément née donc, à l'IHU de Marseille. Il s'est beaucoup inspiré également des études chinoises qu'il a ensuite améliorées. On se rend bien compte que le reproche qui est fait au protocole Raoult, qui ne respecte pas la méthode scientifique, bien tout simplement, ne serait-ce que le test Discovery à grande échelle, qui a été fait donc par les nations, eh bien, n'applique pas non plus le double aveugle, mais simplement de la logique pragmatique. C'est-à-dire que on va essayer différentes solutions, et si certaines solutions eh bien, présentent trop d'effets secondaires, on arrête et on se concentre sur d'autres solutions. Et c'est ce cheminement, cette logique qui a été appliquée et qui nous a permis d'obtenir le protocole du professeur. La question que je me pose, c'est cet acharnement. Quelle est la raison de cet acharnement sur ce protocole? Pourquoi, tout simplement, on n'entend pas ou on ne voit pas à travers les médias des critiques, tout simplement concernant eh bien, le test
eh bien, qui est effectué Discovery, qui n'est pas en double aveugle. Il faut vraiment le chercher pour savoir que c'est pas du tout fait en double aveugle. Pourquoi on le demande, on l'exige au protocole du professeur Raoult? Deuxième élément, comme on l'a vu dans le précédent épisode, pourquoi les tests RCT qui sont financés à 69%, donc plus des 2/3 des tests RCT sont financés par les groupes pharmaceutiques? Pourquoi on n'entend pas de critiques? Pourquoi un acharnement aussi important sur ce protocole qui semblerait très prometteur et que beaucoup de patients souhaitent y bénéficier? Ceux qui ne le souhaitent pas, libre à eux de ne pas le demander, de ne pas l'avoir, c'est leur droit. Mais pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi on voit autant de critiques? Tous les jours, il y a un article justement sur ce protocole-là. En quoi il dérange à ce point? Alors je terminerai cette vidéo par notre grand challenger. Et ça, on l'a constaté, on l'a remarqué dès le début, dès les premières vidéos. Eh bien, tout simplement, le grand groupe pharmaceutique américain, j'ai nommé Gilead, c'est le gros challenger. C'est celui où vraiment tous les regards se portent, puisqu'il participe, avec son médicament, il participe au test Discovery. Et tout simplement, on apprend, comme je l'ai dit dans cette vidéo, que les résultats de ce test Discovery ont été repoussés. On n'a pas d'informations, c'est le blackout total, on ne sait pas ce qu'il en est. Pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire on ne compare ce traitement à rien, pas même historiquement. Donc c'est extraordinaire. Et donc la seule chose que l'on note, c'est qu'il y a une toxicité considérable, c'est-à-dire qu'il y a 60% d'effets secondaires, ce qui veut dire que ce médicament ne peut pas être utilisé en dehors des patients qui ont une forme très grave. Mais les patients qui ont une forme très grave, on le sait ici, en réalité, n'ont presque pas ou n'ont plus de virus. Ils ne sont plus à ce stade-là, ils sont à un autre stade. Le débat va petit à petit se réduire puisque l'autre médicament qui était proposé aussi dans le bras Discovery, Sevidovir, a montré qu'il était totalement inefficace dans la même indication, ce qui veut dire quand même le paysage va s'éclairer sur les molécules qu'on peut vraiment utiliser et quand est-ce qu'on peut les utiliser. Deuxième élément, on apprend que la société Gilead a considérablement augmenté les stocks de production de son médicament Remdesivir, qui est à la base un traitement pour lutter contre l'Ebola. Autre élément important, c'est que sa cote en bourse a augmenté depuis janvier 2020 et surtout explosé plus de 10% en quelques jours. Si moi je suis le conseiller de Sanofi, je suis un extrêmement mauvais conseiller parce que Sanofi n'arrête pas de perdre de l'argent, alors que les conseillers de Gilead sont des bons conseillers pour Gilead parce que Gilead a gagné énormément d'argent depuis le début du Covid, bien que le cours de l'action soit modulé par le fait que l'on communique sur le fait qu'il y ait des traitements alternatifs pour la chloroquine ou que l'OMS décide que le Remdesivir est le grand traitement, on voit l'action monter. Et puis tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et c'est sûrement un des paramètres, je ne sais pas l'interpréter plus que ça, mais il s'agit de sommes absolument colossales. Hein. On est en train de parler de la capitalisation de Gilead, c'est quelque chose de tout à fait énorme. Hein. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, les fluctuations de ce cours en fonction des annonces dans la presse. Longtemps, on nous a expliqué, et ça a été également un des arguments de nos détracteurs, que Raoult roulait pour Sanofi, alors que le médicament à base de chloroquine, le Plaquenil, est vendu pour 5 €, alors que le traitement qui sera vendu par Gilead, qui est une société américaine qui a fait énormément de chiffre d'affaires grâce à son traitement, son médicament sur l'hépatite, eh bien, il ne sera pas vendu à quelques dizaines d'euros, ça c'est sûr. Clairement, ça va être mis en avant dès les résultats. Encore faut-il qu'il leur faut quelques éléments positifs pour pouvoir le mettre en avant. Et là, à ce niveau-là, il faudra s'attendre à un gros tapage au niveau des médias. C'est notre affaire à tous. Nous devons changer nos habitudes et surtout continuer plus que jamais à aider la recherche. Alors écrivez à l'ARC. Ça peut être facile. Et envoyez des sioux. Des sioux à l'ARC. Ce que je veux te rappeler, c'est que si aujourd'hui, eh bien, le traitement à base de chloroquine est, à défaut d'être imposé, eh bien, est considéré. Si le président de la République, Emmanuel Macron en personne, est venu visiter l'IHU de Marseille, le professeur Raoult, si les pétitions sont arrivées à plusieurs centaines de milliers de signataires, c'est grâce à toi, c'est grâce à ta mobilisation, c'est grâce à ton partage. Donc je t'invite encore une fois,
comme ce fut le cas précédemment, de continuer à partager massivement cette vidéo afin que le plus de gens puissent être au courant, et plus on sera nombreux à être au courant, et moins ils pourront faire ce qu'ils veulent. Donc je compte sur toi, sur ta mobilisation, sur ton partage. Je te dis, protège-toi bien, prends soin de toi ainsi que de ta famille. À bientôt. Bis and kiss.